écoutez, je pense que là, on va pouvoir débuter et puis les personnes qui arrivent par la suite, voilà, nous rejoindront en chemin. Donc, à nouveau, pour ceux qui viennent de se connecter dans ces dernières minutes, tout d'abord, bienvenue. Merci à tous de votre présence, à ce webinaire. Alors, on a beaucoup d'inscrits, hein, comme je disais ce soir, donc on va quand même encore laisser un tout petit peu le temps tranquillement à tout le monde de se connecter. Et je profite de ce petit temps pour vous remercier de votre intérêt pour ce webinaire et pour nos actions. Et j'en profite pour me présenter. Donc, moi, c'est Michel. Je suis responsable fundraising et communication chez MEAD. Je dépends donc du siège de l'ONG qui est basé à Paris. Et nous avons également avec nous notamment mes collègues Coralie et Inès de l'équipe communication qui se tiennent prêtes à vous aider, notamment si vous avez des problèmes techniques de connexion avec votre micro ou avec quoi que ce soit d'autre, ou si vous avez des questions, bien sûr. Et donc, concernant l'organisation de ce webinaire, nous avons prévu une phase de questions-réponses après chaque intervention. Donc, durant l'intervention, vous avez la possibilité de poser vos questions directement dans le chat. Donc, pour cela, il faut cliquer sur les trois petits points qui sont en bas de l'image à droite, puis sur chat, et vous pouvez écrire votre question, ou bien vous pouvez évidemment poser votre question en direct à la fin de l'intervention. Voilà, ça peut permettre de rendre aussi l'échange plus spontané et plus direct. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Et pour cela, il faudra activer votre micro. Et si ça ne vous ennuie pas pour l'instant, de désactiver votre micro en attendant, si vous n'avez pas de questions, afin de, voilà, d'avoir une bonne qualité sonore. Merci à tous. Et donc voilà pour l'aspect pratique des choses. Et puis encore une fois, hein, si vous avez des difficultés quelconques, n'hésitez pas à utiliser le chat durant le webinaire pour nous en faire part, ou si on entend mal un interlocuteur ou quoi que ce soit, il ne faut pas hésiter. Donc nous avons souhaité organiser ce webinaire pour vous présenter nos actions et nos projets en Palestine, où nous sommes présents depuis le début du mois. Mais d'abord, une brève présentation de notre ONG pour ceux qui ne la connaîtraient pas encore ou mal. Donc, MEAD, c'est une ONG de santé et de solidarité internationale qui a au départ en fait été créée en 2011 par des médecins majoritairement issus de la diaspora syrienne qui souhaitaient apporter une réponse à la guerre en Syrie et venir en aide à la population civile sur place. Dorénavant, MEAD compte environ 880 professionnels de santé en Syrie et dans les pays limitrophes. Donc, nous gérons dans le pays une quarantaine de structures de soins qui vont vraiment du gros hôpital à la petite clinique mobile qui va aller au plus près des populations avec une offre de soins globale. Donc, consultation de médecine générale, consultation mère-enfant, gynécologie obstétrique, dépistage et traitement de la malnutrition, suivi et traitement des pathologies de longue durée comme l'insuffisance rénale ou la thalassémie, la santé mentale et le suivi psychologique, la protection des personnes vulnérables. Voilà, c'est vraiment une prise en charge globale de la santé. Et notre ONG a aussi, au fil des années, élargi son champ d'intervention de manière géographique, puisqu'elle intervient également depuis 2 ans en Ukraine, où son expertise de la médecine de guerre en Syrie se révèle précieuse. Peut-être que parmi vous, certains étaient déjà présents lors de notre webinaire consacré à notre intervention justement en Ukraine. Donc en Ukraine, nous gérons un programme de réhabilitation des blessés de guerre et nous formons des soignants locaux. Et donc, nous intervenons depuis très peu de temps en Palestine, depuis le début du mois, donc pour l'heure en Cisjordanie, donc la partie ouest de ce que l'on nomme les territoires palestiniens occupés. Et je vais donc laisser la parole sans tarder, en premier lieu, à Mehdi El Melali, qui est médecin urgentiste humanitaire et qui va nous dresser un état des lieux de la situation sécuritaire et sanitaire sur place. Donc, Mehdi, il avait déjà conduit la mission exploratoire menée en Cisjordanie en janvier et il est de nouveau sur place pour cette première mission d'intervention, plus précisément, je crois, à Naplouse aujourd'hui. Mehdi, tu me corriges si je me trompe et bonsoir à toi. Eh bien, bonsoir à tous. Merci Michel. Merci à tous pour ce webinaire. Et je vous remercie de votre présence à tous. On est assez content de vous voir et assez honoré.
Donc effectivement, je suis docteur Mehdi El Melali, je suis urgentiste, je travaille avec MEA depuis quelques mois là déjà. Et effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir conduire une première mission exploratoire en Palestine il y a quelques mois. Alors, le but, c'est de vous dresser un peu un petit, euh, un petit portrait de ce que c'est la Palestine, un peu politiquement et géographiquement. Donc la Palestine, bon, il y a deux parties en Palestine. Il y a sur le côté ouest, on a la bande de Gaza qui malheureusement fait la une des médias en ce moment. Et à l'est, on a la Cisjordanie. Donc c'est un territoire qui est partagé en deux, avec une communication qui reste très difficile. Pour ce qui est de la Cisjordanie, c'est un territoire qui reste très particulier. Il y a à peu près 3 millions d'habitants. Avec Gaza, on estime que la population palestinienne est aux équivalents de 5 millions et demi d'habitants. Mais la particularité de la Cisjordanie, c'est qu'elle est divisée en différentes zones qu'on appelle des zones A, B et C. Et ça, c'est primordial à comprendre pour intégrer les problématiques de santé. C'est que ces zones A, B et C, elles reflètent l'autorité qu'a le gouvernement palestinien sur la gestion de son territoire. Donc, pour commencer par la zone A, ça va inclure les grandes villes de la Cisjordanie. C'est ce qu'on appelle les zones où le gouvernement palestinien va avoir toute l'autorité, que ce soit sur le plan sécuritaire ou sur le plan de la gestion des services médicaux. La zone B, ça va être les zones qui vont être en périphérie de ces grandes villes. Et là, ils vont avoir l'autorité administrative, mais pas du tout l'autorité sécuritaire. Donc, ils commencent à perdre de l'autonomie sur ces zones-là. Et après, la zone C, c'est une zone qui est très, très en périphérie et qui est là, du coup, est totalement contrôlée par l'autorité israélienne. Comme vous pouvez le voir sur le graphique, la zone C, c'est une zone qui est énorme. Et au final, la zone A, on retrouve, c'est vraiment des petits morceaux. Et ce qui est très important de comprendre et de voir, c'est que les zones A entre elles, elles sont coupées par des zones C. Ça, comment ces zones, elles vont communiquer? Elles vont communiquer avec des checkpoints de l'armée israélienne qui va du coup va ralentir un peu les déplacements de population et les déplacements de marchandises. Tout va être ralenti par cette fragmentation. Et c'est une situation qui est chronique depuis déjà plusieurs années, mais qui ne fait que s'empirer. Et depuis le 7 octobre, en tout cas de ce qu'on a vu en janvier et ce qu'on voit aussi actuellement, c'est que ça ne fait que s'aggraver. Donc au final, les checkpoints, il y en a de plus en plus. Les checkpoints, ce sont voilà, ces endroits de passage que l'armée israélienne contrôle et pour lesquels les Palestiniens sont obligés, en tout cas d'emprunter ou en tout cas ou au fond des détours, mais qui peuvent être très très longs. Donc je vous prends un exemple, mais il y a un exemple très parlant, c'est que un agriculteur, s'il a son champ à 300 mètres de chez lui, si entre chez lui et le champ, il y a un checkpoint, ben, il peut faire un détour de plusieurs kilomètres pour avoir accès à son champ, parce que justement, c'est pas l'autorité palestinienne qui contrôle ces routes-là. Donc, ce qui rend tout ça, ça rend les déplacements qui sont très très limités. Dangereux, pourquoi? Parce que ça mène toujours à des confrontations entre Palestiniens, entre colons, avec l'armée israélienne également. Et ça, cette situation, elle a conduit, depuis le 7 octobre, à un recensement de plus de 450 décès. Et ça, on parle vraiment que des décès liés aux plaies liées aux affrontements. Donc, je plaie par balle, liées aux affrontements directement. Là, c'est vraiment pour vous montrer un peu en image un peu la situation qu'on a en Cisjordanie. Alors, c'est assez disparate. Ça veut dire que au niveau du centre, autour de la capitale, on va avoir des zones qui vont être plutôt, j'ai envie de dire, sécuritaires ou en tout cas qui vont être plutôt épargnées. Et là, vous avez des images du nord de la Cisjordanie, notamment à Jénine ou à Toul-Karem, là où il y a des camps de réfugiés. Donc les camps de réfugiés, c'est les Palestiniens qui étaient de l'époque de 1948 et qui ont dû quitter ces zones-là. Et ça, c'est des zones, c'est des images qui représentent les camps de réfugiés. Donc on peut voir un peu l'impact des conflits dans ces zones-là, ça reste très impressionnant quand on les voit. Alors la première mission en janvier 2024, on a pris la décision d'y aller effectivement face à la situation à Gaza. Euh,
l'accès à Gaza étant impossible, c'est vrai on s'est rendu en Cisjordanie, mais on ne pensait pas trouver une situation aussi en tout cas inquiétante et préoccupante. Et effectivement, le but c'était d'évaluer un peu les besoins sur place et de savoir un peu ce qu'on pouvait faire nous en tant que MEAD. Et ça a été l'occasion de rencontrer pas mal d'acteurs humanitaires locaux et internationaux, bien sûr, et bien évidemment les autorités palestiniennes. Pour vous dresser un petit portrait du système de santé en Palestine, alors le niveau médical, il est très élevé, il est similaire à celui de la France, voire parfois dans certaines thématiques, voire plus élevé, parce qu'ils ont beaucoup, beaucoup plus d'expérience. Ils ont une influence internationale parce que ils ont des études de médecine qu'ils sont obligés de faire à l'étranger. Donc, du coup, c'est vrai qu'ils ont vraiment un niveau médical qui était assez impressionnant, mais pas surprenant, j'ai envie de dire. Et malgré le contexte, on a remarqué qu'il y avait une volonté organisationnelle qui était remarquable. Là, ce que vous voyez en photo, c'est le centre de gestion de l'urgence pour toute la Palestine. Donc, c'est vraiment un centre de crise, c'est une cellule de crise où les principaux acteurs de la réponse d'urgence en Cisjordanie se réunissent pour essayer de s'organiser avec le manque de moyens qui reste franc. Ce manque de moyens, il est dû à quoi? Il est dû malheureusement à- au blocage par les autorités israéliennes de certains convois, de certains soutiens logistiques et bien sûr de la mobilité des soignants qui ne peuvent même plus se rendre aux hôpitaux pour y travailler. Donc au final, tout ça découle de l'accès aux soins. Ce qu'on a eu, c'est qu'on a eu vraiment les retours de cliniques mobiles qui étaient totalement à l'arrêt. Quand je dis cliniques mobiles, c'est vraiment des cliniques qui vont dispenser du soin primaire. Donc c'est beaucoup de populations qui vont être dépourvues de tous les soins primaires. Donc quand on parle de soins primaires, c'est la gestion, le suivi du diabète, le suivi du cancer, le suivi en fait, des pathologies chroniques. Et on sait très bien que si on ne suit pas une pathologie chronique, qu'est-ce que ça conduit? Ça conduit aux aggravations et aux complications. Donc, au final, il y a tout ce volet qui n'est pas traité, en tout cas dont on n'a pas conscience, mais qui est très important, notamment sur la santé de la population en Palestine. L'autre chose, c'est que bien sûr, les hôpitaux sont impossibles d'accès dans certaines parties de la Cisjordanie, mais impossible d'accès pour les patients, mais également pour les employés, pour le personnel soignant. Donc avec toutes les complications que ça va entraîner. Autre chose, c'est qu'on va avoir des transferts des patients qui vont être entravés. Alors, quand je dis entravé, ça veut dire que des gens qui vont être en urgence vitale et qui vont avoir besoin d'être conduits dans un hôpital palestinien, hein, donc ça marche dans une population donnée, on va avoir un centre de santé qui ne fait pas de l'urgence, mais qui fait du soin, j'ai envie de dire, primaire. Il va identifier l'urgence et va avoir besoin de transférer le patient. Et le transfert de patient, lorsqu'il doit passer par un checkpoint ou par des régions contrôlées par des parties contrôlées par Israël, bah, il peut être, en tout cas, confronté à des ralentissements, voire des blocages totaux de passage. Donc, ça donne des situations qui sont extrêmement choquantes. C'est voilà, des décès dans les checkpoints. Ça peut être pour les patients, pour les pathologies médicales, les pathologies traumatologiques ou les patientes qui vont accoucher. Donc, des accouchements dans les checkpoints, il y en a plein. Les accouchements dans les ambulances, il y en a plein. Et tout ça, c'est très inquiétant pour la santé publique. Donc l'approvisionnement également, je l'ai noté, mais voilà, c'est pareil. L'équipement médical et l'apport de médicaments est fortement limité dans ce contexte-là. Donc au final, cette première mission elle nous a permis d'identifier cinq grands besoins. Ça, c'est grâce au travail également des Palestiniens qui ont une bonne vision de leur système de santé et qui savent quels sont les endroits où on peut, nous, agir. Et effectivement, comme on l'a dit, c'est la formation à l'échographie d'urgence pour laquelle MEAD a une très grande expérience. La gestion aussi des accouchements, comme j'en parlais, donc les accouchements qui se passent dans les checkpoints ou dans les ambulances. Donc, le but, c'est de former les gens qui ne sont pas forcément habitués à gérer ce genre de cas, à pouvoir justement faire face. Le but, ce serait de voir aussi les cliniques mobiles qui ont été totalement à l'arrêt depuis 7 octobre. Ça, c'est également un besoin qui a été identifié. La chirurgie de guerre, alors quand on dit chirurgie de guerre, effectivement, c'est des plaies par balle. Donc, les chirurgiens sur place, parfois, ne sont pas formés pour faire ce type de chirurgie. Et là, on a senti qu'il y avait également un besoin de ce côté-là.
Et bien sûr, après, ça reste évident, mais le soutien logistique, bien sûr, pour serait-ce financier, logistique, pour l'apport d'équipements médicaux et de médicaments qui reste très, très important. Donc tout ça a conduit à notre première mission là en début de mois, en coopération avec le ministère de la Santé palestinienne qui nous a accordé un accueil formidable et avec lequel on coordonne parfaitement cette première mission qu'on va vous décrire un peu plus en détail avec mon collègue. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez des questions un peu sur cette première présentation un peu de la situation en Cisjordanie, mais je suis ouvert bien sûr pour vous répondre. Je ne sais pas s'il y a peut-être des questions dans le chat. On a une première question, le pseudo Gisabelle, qui nous demande est-ce qu'il y a à Gaza, il y a des médecins qui ont été formés par MEAD? Alors, pas encore à Gaza, mais on en reviendra en seconde partie. Et peut-être que à ce sujet, on aura également notre président qui est à côté de Mehdi, qu'on voit à l'écran, voilà, et qui les a rejoints en fait aujourd'hui même, et donc du coup que je n'ai pas présenté tout à l'heure, mais Ziad Alissa qui est parmi nous et que je remercie de sa présence et donc qui pourra répondre certainement aussi à certaines de vos questions. S'il y a d'autres questions sur l'intervention de Mehdi, n'hésitez pas. Justement, bonsoir tout le monde. Rapidement pour Gaza, moi normalement, je devais être à Gaza aujourd'hui, depuis lundi. Mais la mission, elle a été quand même reportée parce que suite quand même à l'arrivée de l'armée israélienne à Rafah et la fermeture de postes frontières, toutes les missions humanitaires sont arrêtées. Donc, les médecins qui étaient à l'intérieur de Gaza ils l'ont sorti lundi dernier. Et il a été demandé à tous les médecins étrangers de sortir. Et mardi, ils l'ont fermé le poste frontière. Nous, on devait rentrer mardi, mais malheureusement, on n'a pas pu rentrer. Et toute la mission, elle a été mise en attente. Et quelques humanitaires internationaux qui sont à l'intérieur de Gaza, actuellement, ils sont bloqués depuis mardi dernier. Et l'armée israélienne, elle ne l'autorise pas à sortir via Rafah. Il y a beaucoup là maintenant de négociations avec les Nations Unies pour le faire sortir dans le nord. Mais malheureusement, les missions humanitaires à Gaza, ils sont en attente depuis mardi dernier. Jusqu'à ce soir, on n'a pas de nouvelles. Les responsables de ces missions humanitaires internationaux, ils sont en train de continuer à négocier. Et jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles. On attend la dernière nouvelle. Il nous a dit attendez dimanche pour quand même avoir une réponse. Mais pour l'instant, il n'y a rien. Tout est fermé depuis mardi dernier. Merci beaucoup, Ziad, pour ces précisions. Et donc, comme vous l'avez compris, voilà, notre souhait, c'est vraiment d'intervenir dès que possible à Gaza, mais la situation est très compliquée, voilà, ne serait-ce que pour essayer de se rendre sur place. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions pour Mehdi. N'hésitez pas, hein, surtout. Je vois dans le chat, est-ce qu'en Cisjordanie, les gens sont tués? Une question de Sidonie. Alors, oui, comme je disais, enfin, il y a énormément en tout cas de décès liés justement aux incursions de l'armée israélienne. Aujourd'hui, on en compte un peu plus de 450 depuis le 7 octobre, hein. L'espace de, oui, voilà. Même un exemple, on est parti à Jénine récemment, et effectivement, on nous parlait que il y a quelques jours, un médecin urgentiste est décédé, voilà, suite à une plaie par balle devant l'entrée des urgences. Donc oui, effectivement, il y a des gens qui décèdent en Cisjordanie et de façon assez importante, et tout ça depuis le 7 octobre. Et donc, Val qui dit, pas de question, l'exposé était très clair, merci beaucoup. Merci. Alors, on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, passer à la deuxième partie de notre présentation, donc, qui va être assurée par Pierre Catoire, qui est également... je regarde dans le chat.
Voilà, il y avait juste une nouvelle remarque de Owen. Et en tout cas, je vais laisser donc la parole à Pierre Catoire, qui est médecin urgentiste humanitaire et qui est expert de notre formation échographie d'urgence, qui est délivrée à l'heure actuelle par notre équipe en Cisjordanie. Il va donc nous présenter cette mission de formation. Bonsoir Pierre. Bonsoir. Merci beaucoup. Je vais vous parler un petit peu là de la mission qu'on est en train de mener là maintenant depuis 2 semaines et pour une semaine encore, qui est de la formation à l'échographie. Alors, peut-être que certains d'entre vous le savent, c'est une formation qu'on fait déjà en Ukraine. Je vais vous en présenter les grands lignes. Alors, pourquoi on fait de l'échographie? Finalement, dans le spectre des formations, c'est souvent quelque chose qui manque parce que finalement, l'échographie clinique, c'est quelque chose d'assez nouveau. Pour des patients en situation qui sont dans des zones de conflit, et donc qui sont exposés à des traumatismes sont particuliers, c'est un outil qui est très important. Alors pour ceux qui ont pas ou peu d'expérience médicale dans le chat, juste pour recadrer ça, quand on admet un patient traumatisé, la première chose qu'on va évaluer, c'est son état circulatoire, selon qu'il soit stable, stabilisé ou instable. Instable, ça veut dire que malgré les manœuvres de réanimation, malgré les perfusions, malgré les garrots qu'on peut mettre, malgré les médicaments qu'on peut passer, il continue de saigner. Et à ce moment-là, ce qu'il va falloir, c'est décider très vite dans quel ordre les patients vont aller au bloc opératoire et aussi dans quel bloc opératoire. Est-ce qu'il faut une chirurgie thoracique? Est-ce qu'il faut une chirurgie abdominale? Est-ce qu'il faut autre chose? Le protocole classique qu'on va avoir, c'est que chez ces patients stables, donc qui sont groupe C, groupe B, groupe A, ces patients-là, on va aller pour un bilan lésionnel complet lorsqu'ils sont stables ou stabilisés, puisqu'on a le temps de chercher l'ensemble des lésions de ces patients-là, et donc on va faire un body scanner. À l'issue de ce body scanner, on va aller faire une chirurgie complète d'emblée, c'est-à-dire qu'on va aller fixer l'ensemble des lésions puisqu'on a le temps de le faire. Chez les patients instables, on ne peut pas les transporter au scanner parce que vraisemblablement, au scanner, le scanner prendra trop de temps et c'est des patients qui peuvent mourir sur la table de scanner. Donc, on va faire une stratégie qu'on appelle de damage control, c'est-à-dire qu'on va juste essayer de régler le plus rapidement possible les lésions vitales pour ensuite revenir dans un deuxième temps chirurgical et régler les autres problèmes. Mais cette chirurgie de stabilisation vitale, elle va reposer sur l'échographie. L'échographie, elle va essayer d'identifier l'origine du saignement thoracique abdominal pour orienter le chirurgien, faire une chirurgie de sauvetage et revenir dans un deuxième temps sur un geste qui sera plus définitif. Alors, l'échographie d'urgence, les grands principes, c'est ce qu'on appelle du point of care, c'est-à-dire que c'est le médecin clinicien qui va faire sa propre échographie. Ce n'est pas une échographie qu'on va demander à un radiologue. Moi, qui suis urgentiste et Mehdi aussi, on en fait plusieurs fois par garde aux urgences. Et donc, c'est quelque chose de très particulier, c'est que le clinicien demandeur est le clinicien opérateur de l'échographie. Deuxièmement, c'est un geste en situation critique, c'est-à-dire qu'il va falloir aller très vite. Nous, le standard qu'on impose à nos étudiants, c'est capable de faire une échographie abdominale et thoracique en 3 minutes tout compris. Et la certification à notre formation dépend de ce critère-là. Et enfin, l'objectif de cette échographie, c'est pas de faire un bilan lésionnel exhaustif, encore une fois, c'est de prendre une décision. Cette décision, en l'occurrence, elle va être chirurgicale. Donc cette formation à l'échographie, on l'a développée, on va le voir, en partenariat avec le ministère de la Santé palestinien. On doit balancer un certain nombre de contraintes un peu contradictoires, puisqu'on veut apporter un maximum de compétences clés, c'est-à-dire repérer un saignement abdominal, repérer un pneumothorax, c'est-à-dire un décollement du poumon, repérer un saignement dans le thorax, s'assurer qu'il n'y ait pas de saignement et donc pouvoir retarder ce patient-là par rapport à un autre, savoir trier les patients. Ça, c'est des compétences qu'on veut qu'ils aient et on veut aussi préserver leur capacité à apprendre plus tard. C'est-à-dire que le programme de formation est très court. Et si on se limite à... Voilà, Les plus d'écran, c'est parce qu'il ne sait pas, c'est tout petit. c'est possible. Il y a un problème. Ce processus-là d'apprentissage, on va essayer de préserver qu'ils puissent ensuite comprendre ce qu'ils font à l'échographie pour apprendre d'eux-mêmes. C'est-à-dire que notre programme, ce n'est pas une formation isolée dans le temps, c'est le début d'un processus d'apprentissage d'échographie pour eux. On peut avoir des besoins spécifiques. C'était le cas en Ukraine où on avait eu des demandes, par exemple, de pouvoir faire l'échographie pour de la fracture, puisqu'en Ukraine, parfois à cause des pertes de générateurs d'électricité, ils n'avaient plus accès même aux radios. Et
l'échographie avait aussi pour rôle de remplacer la radiographie. Ça, par exemple, c'est un besoin qu'on n'a pas ici. Euh, on a aussi des contraintes logistiques qui, ici, la média en a parlé, sont très très fortes, hein, en particulier en termes de transport de patients. Et enfin, il y a la question de ce que les médecins qu'on forme connaissent déjà et pratiquent déjà, en sachant que la stratégie de MEAD, c'est de ne pas avoir un programme qui est fait pour l'ensemble des programmes de formation d'échographie, mais chaque programme est dédié à la situation d'un conflit dans un territoire donné. Donc, par rapport à l'expérience qu'on avait en Ukraine, on a très vite essayé de transmettre la formation à la population et aux médecins sur place. C'est-à-dire qu'on a fait les premières formations et ensuite on a formé les instructeurs et maintenant on est à 1800 personnes formées dans plus de 300, dans 3 centres. Même si je pense que vous savez qu'à Kharkiv, qui est un de nos centres, la situation est vraiment très compliquée. Donc, malheureusement, les formations sont en difficulté là-bas. Mais voilà, c'est cette dynamique-là qui est d'essayer de transmettre cette formation à l'instructeur pour que ce soit les médecins palestiniens, on va le voir, qui forment les médecins palestiniens. Alors, on a, voilà, Mehdi en a parlé, on a le soutien du ministère palestinien de la Santé. Cette formation, on l'a vraiment développée avec eux. Donc, sur la répartition des formations, on essaie vraiment de couvrir l'ensemble de West Bank. Donc, on est allé, alors je vous fais le petit itinéraire touristique. Ouais. On a fait Hébron, Bethléem, Jéricho, Tulkarem, Jénine, on en parlait, Naplouse, d'où on vous parle aujourd'hui. On refait une formation à Naplouse demain, ensuite on ira à Selfit et à Ramallah. Donc on essaie de couvrir l'ensemble des territoires. Alors ce n'est pas des endroits qu'on a décidé nous, c'est des endroits que le ministère nous a demandé parce qu'eux ont repéré les besoins. Au final, on a lancé un processus d'évaluation de ce programme dès le premier jour. Et donc sur l'ensemble des retours des apprenants qu'on a eus, d'une part 100% est certifié. C'est-à-dire que 100% des étudiants qu'on a formés sont capables de faire une échographie thoracique et abdominale en moins de 3 minutes chez un patient traumatisé. On a eu jusque-là 8 sessions de formation, il nous reste encore 4 autres. 5 autres, il nous reste Ouais, 4 autres. c'est ça. Ouais. 4 autres. 80 personnes formées jusque-là, parce qu'on a une moyenne de 10 apprenants par saison, 9 sur 10 de satisfaction globale et 100% de recommandation, c'est-à-dire que tous les étudiants ont répondu qu'ils recommanderaient cette formation à un autre médecin. Donc, ce qu'on compte faire pour la suite, et ça c'est une demande qui a été assez nette de leur part, c'est des cours plus avancés, puisqu'on voit qu'un peu comme on avait en Ukraine, en fait, il y a deux profils. Il y a les médecins qui n'ont jamais touché une sonde d'échographie, donc ils vont aller chercher un début d'apprentissage, et puis on a des médecins qui sont déjà formés, mais qui cherchent à avoir, on va dire, un cadre plus clair pour pratiquer. Donc, eux sont demandeurs de formation peut-être un peu plus longue, peut-être un peu plus avancée, qu'on ferait sur d'autres périodes. On a, et ça c'est vraiment la clé du programme, la formation des formateurs qui est à venir et qui permettra d'augmenter beaucoup le volume de formation et d'autres formations, Mehdi en a parlé notamment sur la question de l'obstétrique. Je vous remercie. Une petite question, s'il vous plaît. Une petite question pour Allez-y, Pierre. nous vous écoutons, Maïma, bonsoir. Bonsoir, ça va? Mais ça va, ça va, ça va. Oui. On se... Et je vous souhaite déjà bon courage et vraiment, c'est très gentil de votre part de donner de l'aide à des gens qui ont le besoin. Mais ma question, c'est que c'est bien de la formation échographie d'urgence, mais je me pose la question, est-ce qu'ils ont assez de matériel pour pouvoir gérer le flux? Je Alors, ne sais pas comment le flux, est-ce qu'il y a beaucoup de monde ou... c'est une très très bonne question, puisque, encore une fois, en termes de formation médicale, ça, en termes de gestion des patients, ils sont extrêmement bien formés. La question, effectivement, c'est le manque de moyens. Alors, pour parler de l'échographie, parfois on va former à l'échographie dans des hôpitaux qui n'ont pas d'échographe. Alors, à leur demande néanmoins, hein, puisque eux, ils espèrent. Maintenant, pour vous donner un ordre de grandeur, une sonde d'échographie, donc un appareillage d'échographie pour un hôpital, c'est 6 à 7 000 euros. Donc, effectivement, on cherche des financements pour pouvoir équiper les hôpitaux qui n'en ont pas. Mais c'est cet ordre de grandeur-là. Donc, on voit 6 à 7 000 euros, ça peut représenter beaucoup. Pour l'équipement médical, c'est très peu. Donc, il y a des manques d'autres matériels également, évidemment. Et en particulier, donc, il y a non seulement les manques parce que manque de moyens, il y a des manques aussi parce que chaînes d'approvisionnement qui sont très, très compromises.
qui sont compromises avec, voilà, on peut le dire, des barrières qui sont mises, on va dire, à l'accès des patients aux soins et au matériel de soins. Donc, avec un appareil, on peut gérer combien de cas? Alors, avec un appareil, voilà, une échographie, c'est 3 minutes. Donc, le temps de changer le patient, etc., on peut dire qu'on peut faire une échographie toutes les 5 minutes. Et l'idée de ça, c'est que une échographie en urgence, ça fait gagner du temps. C'est ça la clé, c'est que ça permet de gagner du temps au global sur la prise en charge parce qu'on va savoir dès maintenant qu'on identifie les saignements. Je pense que Zia, tu avais déjà eu des expériences de ça, de patients, notamment de patients pédiatriques, chez qui on avait repéré des saignements bien plus tôt que ce qu'on aurait pu repérer sans l'échographie et qui ont pu bénéficier d'une chirurgie bien plus tôt et donc de ne pas se dégrader et finalement de demander moins de soins. D'accord. Bonne continuation et merci. Merci beaucoup. Merci Je peux Naïma poser pour une votre question. question. Est-ce que je peux poser une question? Plaisir. Allez. Oui. Alors, bon, c'est de la médecine de guerre, l'échographie, c'est très très bien de faire les choses en urgence, c'est l'urgence. Donc, essayer de réduire au maximum le délai entre l'arrivée et les soins appropriés en faisant un diagnostic rapide, grossier. Mais est-ce que ça suit après? Est-ce que les structures nécessaires à la prise en charge de ces patients, une fois qu'il y a eu ce défrichage de départ, suivent? C'est bien d'avoir tout ça, c'est très très bien, c'est excellent. Mais est-ce que ça suit? Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose? Parce que quand on entend parler donc de ce qui se passe, on a l'impression qu'il n'y a plus rien dans les hôpitaux et qu'on ne Alors, peut pas prendre les gens en charge. Alors, je vais répondre à cette question. Comme je disais, le système de santé, le système de santé palestinien, c'est un système qui est extrêmement bien organisé. Et c'est ça, en fait, là où on sent qu'on est utile, c'est qu'on vient compléter ces petits manques dans la formation, même si elle se manque de moyens, ils essayent, en tout cas, soit par le biais d'ONG, soit par le biais d'autres moyens d'avoir au moins du matériel ou le minimum. Donc parfois, il y a des échographes dans certains services d'urgence, parfois, il n'y en a pas. Mais on sent très bien qu'ils sont prêts à les recevoir. Et justement, à partir de ce moment-là, quand on sait que derrière, il va y avoir quelque chose de solide sur lequel ça va tenir, c'est ça qui nous donne envie de continuer. Parce que quand on fait cette formation, comme vous avez très bien dit Pierre, on a 100%, on a 100% de certification à la fin. Parce que ce sont des médecins qui veulent énormément apprendre, qui ont eu une expérience internationale déjà pour leurs études de médecine et qui au final sont là pour essayer de faire comme ils peuvent avec ce qu'ils ont, mais ils sont extrêmement studieux et il y a une courbe de progression qui est énorme. Nous, on a vu ça sur l'échographie. C'est que on a certains médecins qui viennent sans avoir aucune connaissance de l'échographie. Et comme vous dit Pierre, à la fin, sont capables de faire une échographie pour pouvoir vraiment rechercher une lésion vitale en moins de 3 minutes, voire pour certains en moins d'une minute. Et ça, on se dit que l'échographie, ça ne coûte pas cher au final. En fait, ça ne coûte pas cher parce qu'au final, ça demande un appareil d'échographie, dire, à poser dans un service d'urgence, et ça demande d'être formé. Donc au final, c'est ça, c'est que ça demande un premier coût, donc le coût du matériel, mais après tout le reste, ça ne va être que s'améliorer dans le temps. Parce que l'échographie, docteur Pierre pourrait l'expliquer mieux que moi, mais plus on pratique et plus on devient meilleur. Donc à certains moments, vu qu'on fait le premier pas de ramener l'appareil et de faire cette première formation, au final, on ne fait que pousser ce petit premier domino qui ne va faire que améliorer les choses à l'avenir. C'est là où on sent qu'on a un impact, justement. Effectivement, parce que je vous ai dit qu'il y avait des endroits où on formait, où ils n'avaient pas d'échographe, mais il y a aussi beaucoup d'endroits où on forme, où ils ont des échographes et où ils s'en servent pas, parce qu'ils n'ont pas eu la formation. Donc c'est là où vraiment on a un levier qui est très immédiat. C'est-à-dire que l'idée, c'est que le lendemain ou le soir même, sur la garde, on commence à faire des échographies. Alors, je vois qu'il y avait une question dans le chat sur est-ce que les sondes s'utilisent qu'une fois? Non, une sonde d'échographie, on l'achète, on la nettoie entre les patients, hein, et puis on va s'en servir beaucoup, 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 beaucoup. Une sonde d'échographie, en principe, quand on l'entretient bien, ça tient plusieurs années, une dizaine d'années, hein. Donc, voilà, c'est un investissement qui peut être très levier pour eux. Merci.
Il y avait pas mal de questions dans le chat. Donc, la question de Jamila, bah, elle l'a posée en direct. Merci à vous. Et puis, Pierre, tu viens un petit peu d'évoquer le sujet. Chantal demandait comment se fait la coordination avec les autres ONG qui interviennent en Cisjordanie. Il y avait une question qui rejoignait un petit peu celle-ci. Anne-Marie qui demandait est-ce que les équipes de MEAD sont en lien avec des médecins de France ou d'Europe qui peuvent venir en relais ou appui en cas de grande urgence? Je comprends dans votre présentation le travail en situation d'extrême urgence et la question de la formation. Du coup, je me demande quelle est votre situation en termes d'effectifs vu la gravité des situations où vous intervenez. Donc voilà, question de coordination, d'échange, de partenariat, hein, globalement les deux. Je répondrai juste à la première question, enfin déjà la première question sur la coordination avec les ONG. Donc du coup, ça a été vraiment le but de la première mission qu'on appelle une mission exploratoire, qui est une évaluation de besoins et une rencontre un peu des différentes ONG. Encore une fois, et c'est ça qui est pas surprenant, mais j'ai envie de dire assez remarquable et qui est motivant, c'est qu'il y a une coordination des organisations non gouvernementales par le ministère de la Santé palestinien. Donc, toutes les ONG sont réunies dans un pool d'ONG. Et l'avantage, c'est quoi? C'est qu'on ne va pas du tout faire les mêmes actions que les autres ONG. Donc, on ne va pas du tout aller se marcher sur les pieds, pour parler familièrement. On va aller dans des secteurs qui manquent en coopération avec les autres ONG. Comme je vous dis, les cliniques mobiles sont supportées par plusieurs ONG. On a le PMRS, qui est le croissant palestinien, qui va lui faire des cliniques mobiles dans certaines régions. Là, le but, ce serait d'avoir des cliniques mobiles qui pourraient aller dans d'autres régions qui ne sont pas couvertes par le PMRS. L'échographie d'urgence, elle est commencée par le ministère de la Santé, mais pas de façon assez large pour couvrir tout le territoire, parce qu'il y a des restrictions de transport. Là, nous, on s'inclut dans un défaut logistique et dans un manque de formation de certains médecins, donc on vient compléter vraiment un manque qui est précis. D'autres ONG vont s'occuper, j'ai envie de dire, du soin des enfants, l'UNICEF, Médecins du Monde, Médecins sans frontières vont s'occuper de la formation des urgentistes sur le plan médical. En fait, c'est ça qui est assez motivant en Cisjordanie, c'est que tout est bien organisé. On n'a pas l'impression de venir dupliquer le travail. On est vraiment là pour répondre à un besoin précis et on sent qu'on est efficace sans avoir l'impression de refaire du travail derrière. Vraiment, c'est la complémentarité des ONG qui est vraiment assez remarquable ici en Cisjordanie. Encore une fois, c'est le rôle de se coordonner avec le ministère aussi, qui connaît les besoins mieux que tous les autres. On a vraiment ressenti le fait qu'on ait une coordination de l'aide qui sache évaluer en fonction des potentiels des ONG qui placer. Voilà, et pour juste compléter ça, vraiment, il faut comprendre que nous, quand on est arrivé, on n'a pas été reçu, bah, donnez-nous n'importe quoi, on prend, enfin, pour parler familièrement. C'est vraiment, d'accord, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, quelle est votre expertise, et voyons comment vous pouvez inclure votre expertise dans notre système de santé. Vraiment, c'est ça il faut se rendre compte, c'est que c'est pas l'humanitaire de gros, c'est l'humanitaire précis, c'est l'humanitaire efficace, j'ai envie de dire, parce que c'est extrêmement bien coordonné. Et donc, sur l'autre question, sur le manque d'effectifs et de savoir si. Alors, en termes d'effectifs, effectivement, donc, en situation d'urgence, on a besoin parfois d'effectifs d'expatriés, donc de médecins français ou de médecins d'autres pays. Après, le but ce n'est pas ça in fine. Le but n'est pas d'être présent tout le temps. Le docteur Pierre l'a bien expliqué, mais le but en Ukraine, ça a été de former des formateurs. Et c'est le but aussi, c'est que le pays ne soit pas dépendant d'un expatrié ou d'un médecin étranger, mais qu'on puisse former les gens sur place et que, idéalement, à un certain moment, on n'ait plus besoin d'être là. C'est ça l'objectif à la fin. C'est pas d'être tout le temps au crochet d'une ONG. Le but, c'est de renforcer un système de santé, de lui donner un peu les clés pour pouvoir le mettre sur les rails et à un certain moment de pouvoir prendre un peu de distance en gardant toujours bien sûr un contrôle, j'ai envie de dire, ou en tout cas une sorte de, j'ai envie de dire, de feedback
que tout se passe bien, mais c'est le but. Vraiment, c'est s'éloigner de ça. Après, dans une situation d'urgence, il y a un manque de médecins, une situation aiguë, une augmentation du nombre de patients. Là, effectivement, on peut avoir besoin de médecins de façon ponctuelle. Mais le but, vraiment, on est plus dans voilà, donc quelque chose à long terme, sans avoir besoin de médecins étrangers. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question, s'il y a encore des choses. Et de même, Isabelle qui posait la question dans le chat, existe-t-il d'autres ONG ou organismes de formation à la médecine d'urgence, des conflits? Et du coup, je pense que Mehdi, Isabelle vous a plutôt bien répondu quand il expliquait justement cette coordination et le fait que les ONG ont pour objectif de ne pas se marcher sur les pieds pour moi aussi parler familièrement. Voilà, si vous souhaitez un complément de réponse, n'hésitez pas à nous le dire. Et une autre question que je trouvais assez intéressante, excusez-moi, il faut que je la retrouve, voilà, dans le chat d'Oriane qui demandait s'il y avait des psychologues, psychiatres pour faire un suivi ou une prise en charge ponctuelle des soignants qui interviennent. Soit ceux qui délivrent des formations, les soignants, ainsi qu'aux patients, ou est-ce que c'est trop compliqué à mettre en place, demande-t-elle. Alors non, tout à fait. On a compris ces 10 dernières années que la santé mentale, c'était la pierre angulaire des zones de conflit. Donc non, c'est totalement fait. Et c'est fait notamment par Médecins du Monde. C'est le volet de Médecins du Monde. Comme je vous parlais de coordination, voilà, la santé mentale, la santé par exemple autour de la santé de la femme et de l'enfant, c'est quelque chose que Médecins du Monde, pour lequel Médecins du Monde a une expertise. Donc ça, c'est assuré par Médecins du Monde. Donc voilà, ça c'est pour ça, on est au courant de tout ce qui se passe, on est au courant de ce que fait chaque ONG, et c'est comme ça qu'on a cette information. Notamment, et je rajouterai juste pour vous donner une petite overview sur Gaza, pareil, pour la santé mentale à Gaza, Médecins du Monde, avec tant bien que mal, essaie de maintenir justement la santé mentale, en tout cas les soins autour de la santé mentale, malgré le contexte à Gaza. Donc ça, c'est assez admirable et je tenais à le souligner. On avait Paul qui souhaitait intervenir, qui en a exprimé la demande dans le chat. Donc, Paul, on vous écoute si vous avez une question. Mettez votre micro en on. Pour l'instant, il est coupé. Oui, moi je voulais intervenir. J'ai Ouais, posé une vas-y. question tout à l'heure. Vous m'entendez là? Tout va bien. Je peux parler là? Allez-y. Bonsoir tout le monde. Moi je vous entends pas très très bien. Mais avant tout, je voulais vous dire à quel point nous sommes dans la désolation et le traumatisme aussi voilà, d'être témoins impuissants de cette immense tragédie. Et tous nos remerciements et notre gratitude pour votre action, votre courage. Voilà, déjà ça en premier lieu. Euh, et Méa, depuis l'UOSM, ça fait très longtemps que je vous connais et vous soutiens et je suis émerveillée par votre magnifique engagement. Voilà, toute ma gratitude pour ça. Merci beaucoup. Le point que je voulais aborder, c'était, vous, a- vous évoquez beaucoup la question de la formation in situ, c'est-à-dire en situation, et ça m'évoque le concept d'énaction où j'ai le sentiment que du coup, votre action modifie les modes de formation, c'est-à-dire apprendre dans l'action, apprendre de l'action, apprendre dans la situation, trouver des solutions. Et le sentiment que j'ai, c'est que ça peut faire évoluer toute la médecine de fonctionner, hélas, dans une situation aussi dramatique, mais j'ai le sentiment aussi que vous apportez énormément à l'évolution des pratiques médicales parce que la formation se fait évidemment dans l'urgence absolue et qu'il n'y a pas beaucoup de possibilités de se tromper, quoi. Il n'y a pas le temps non plus. Donc, j'ai l'impression que ce mode d'action-là entraîne beaucoup de changements dans les pratiques médicales. Et je voudrais savoir si les autres organisations, euh, les autres ONG s'intéressent à ce que vous dites dans vos façons d'intervenir, de ce que vous avez mis en place comme nouveau concept d'intervention en situation d'urgence et de guerre. Est-ce qu'il y a
des échanges avec d'autres ONG avec qui vous collaborez, vous coopérez et qui vous soutiennent ou vous vous soutenez réciproquement, etc. Comment ça se passe entre vous et les autres ONG? ONG? Merci de votre réponse. Ah, merci beaucoup. Alors, pour ce qui est des concepts d'inaction, des concepts, on va dire des concepts pédagogiques en général, effectivement, nous, on essaye d'avoir une approche, on essaye d'ailleurs, on a une approche on va dire, on ne veut pas faire de concessions sur le format pédagogique. C'est-à-dire qu'on adapte aux contraintes. Et donc, en fait, on peut réduire le nombre de compétences qu'on veut transmettre. Par exemple, le programme ici est en une journée, le programme en Ukraine est en 2 journées, parce que les contraintes sont différentes. Donc, le contrat pédagogique, il va être plus court en fonction des contraintes. Par contre, le standard de qualité pédagogique, il est le même. C'est-à-dire qu'on apporte une certification, donc on garantit aux personnes porteuses de cette certification, on s'engage sur le fait qu'elles puissent appliquer telle et telle compétence, en l'occurrence l'échographie d'urgence. Donc, effectivement, après, le design pédagogique, il est préparé en amont. On a différentes approches cognitives, vous en avez évoqué certaines. On a voilà, différentes approches sur la théorie de l'apprentissage à des adultes qui permettent d'optimiser notre efficacité pédagogique. On prend en compte le fait que c'est à la fois un défaut et une qualité. Ils sont très exposés aux situations dans lesquelles ils auraient besoin des outils qu'on les donne. Donc, ça peut être un levier d'apprentissage. Ça peut être aussi un levier de stress. Donc, on travaille sur ces choses-là. Mais effectivement, c'est des concepts qu'on travaille. Sur la question de la collaboration, je te laisserai compléter. Le fait est que, en tout cas, cette approche-là qui est de faire beaucoup de parties formation, c'est une tendance qu'on retrouve dans pas mal d'ONG, dans le fait que le meilleur soignant du pays, c'est le soignant du pays, quoi qu'il arrive. Et qu'on l'a vu sur tous les terrains sur lesquels MEAD opère, que ça aura toujours plus de valeur d'avoir un médecin sur place. Pour des questions de qualité de pratique, pour des questions d'adhérence à la population, pour des questions simplement financières, tout un tas de raisons. Mais en tout cas, oui, cette stratégie-là, elle est très forte à MEAD, mais c'est une tendance qui se développe sur l'essentiel des ONG avec lesquelles on travaille. Ouais. Moi, je rajouterais juste sur la collaboration inter-ONG, c'est que effectivement, ça se passe très bien. On a rencontré plusieurs ONG au cours de notre première mission. C'est juste que l'action est différente. MEAD, disons que on va être sur un sujet beaucoup plus précis. On va essayer d'être vraiment sur quelque chose de. On va avoir on n'est pas sur du soutien à un hôpital que pourrait faire une ONG. Pour citer Médecins du Monde, qui va aller débloquer énormément d'argent pour aller soutenir financièrement un hôpital, mais qui a aussi son importance. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a du soutien des ONG qui va être un soutien beaucoup plus large, mais qui du coup sera beaucoup moins personnel. Notre action aujourd'hui, euh, pendant cette mission, elle est très précise et elle est très personnelle. J'ai envie de dire, on essaie d'aller vraiment au plus près du médecin, de former le médecin. Ça peut différer en fonction des ONG, mais sans être plus ou moins, j'ai envie de dire, efficace en fonction des différentes ONG. C'est juste que chaque ONG prend le parti de soutenir une partie du système de santé. Et comme je vous ai dit, le but, c'est de collaborer et pour ne pas se marcher sur les pieds, encore une fois, pour aller vraiment sur quelque chose qui n'est pas fait ou qui est peu fait pour être le plus efficace sur le plan général, quoi. On a encore juste une ou deux questions qui sont d'ordre assez pratique, donc je pense qu'ils vont peut-être s'adresser plutôt à Pierre, mais vous deux, vous pouvez bien sûr répondre. Donc, deux Sylvie différentes qui demandent l'une si s'il y a moins de transfusions, si la prise en charge donc est plus rapide grâce à l'échographie d'urgence, et qui demande également si l'endroit où est pratiqué cet écho est fait à proximité du bloc opératoire. Et puis une autre question d'ordre assez pratique de Sylvie Augier cette fois-ci qui demande si donc les équipes de MEAD revoient-elles les blessés ou les équipes plutôt de soignants formés, je pense, revoient-elles les blessés? Donc, vous avez beaucoup amélioré la prise en charge initiale. Les suivez-vous? Donc, les suivent-ils peut-être ensuite?
Alors pour la question donc de la réduction du besoin transfusionnel, oui, hein, c'est clairement l'idée, c'est-à-dire que l'essentiel du rôle de l'échographie trauma, ce qu'on appelle le protocole FAST, c'est comme son nom l'indique, comme vous vous attendez, c'est de réduire le temps de prise en charge et donc le temps de saignement. On sait que c'est le facteur majeur pronostic du patient traumatisé sévère. C'est de réduire ce temps de saignement. Comme on dit chez les vieux chirurgiens, le meilleur agent anti-hémorragique, c'est la pince du chirurgien. Donc, tout ce qui permet de réduire le temps entre le traumatisme, l'hémostase, c'est-à-dire l'arrêt du saignement, ça économise du sang, ça économise un potentiel de coagulation et donc ça améliore la survie. Après, nous, comme on le dit, on ne fait pas de soins, on fait de la formation experte aux soins. C'est des formations donc, c'est les médecins sur place qui, après, font les soins, les revoient. Il y a un suivi des patients en Palestine. Voilà, pour répondre à l'autre question, oui, l'idée, c'est que l'échographie se fasse au plus proche du bloc opératoire. En fait, elle va se faire sur n'importe quel point de trajet entre l'arrivée de l'ambulance et le bloc opératoire. Merci beaucoup, Pierre, pour la réponse. Et je pense qu'on va peut-être, s'il n'y a pas d'autres questions, pouvoir passer à la dernière partie de notre webinaire, puisque l'heure tourne. Donc, je vais laisser la parole à Mégo Terzian, qui est pédiatre et médecin humanitaire et qui est le directeur général de MEAD, qui va nous dire un mot des projets de notre ONG en Palestine, donc à la fois en Cisjordanie pour les projets à venir, et puis nous l'espérons plus tard à Gaza. On en a déjà dit quelques mots en introduction. Mégo, je te laisse la parole. Bonsoir. Est-ce que Bonsoir. avant, Migo, désolé, je veux simplement ajouter un petit témoignage. Bon, déjà, je remercie quand même Mehdi et Pierre pour tout ce qu'ils ont fait ici. C'est vraiment formidable cette formation. L'équipe qui était à Gaza il y a 2 semaines, il y avait quand même 2 cas de témoignage sur l'utilisation de l'échographe en urgence. Il y avait un urgentiste avec l'équipe, un jeune urgentiste, avec le petit sonde d'échographe. Là, on parle vraiment de petits sondes que se met dans la poche, qui peut être branché avec un téléphone portable. Ce jeune médecin qui était à Gaza avec l'équipe qui était là-bas il y a 2 semaines, il a sauvé 2 enfants. Le premier, il a eu des éclats et au début, ils ont pensé que c'était des éclats superficiels et ils n'ont pas pensé l'amener la petite au bloc opératoire. Et lorsqu'il a vu quand même que la tension commence à chuter et la fréquence cardiaque commence à accélérer, il a mis sa sonde d'échographe qui est branchée avec le Bluetooth sur le téléphone portable et il a vu quand même qu'il y a un tamponnade. Le son, il y a des sons autour du cœur parce qu'il y a un petit pli au niveau de petit péricarde. Et il est rentré au bloc opératoire et ils ont sauvé la fille avec l'aspiration de cette tamponnade. Deuxième cas, il y avait un autre enfant qui est tombé du balcon suite à des bombardements. Et la même chose, au début, ils ont vu simplement qu'il a mal au ventre. Et on sait que les enfants, ils supportent un peu plus que les adultes les variations hémodynamiques. Et lorsqu'il a vu quand même la même chose que la tension commence à chuter et la fréquence cardiaque commence à augmenter, il a mis sa sonde sur le ventre, il a vu du sang et ils l'ont amené au bloc opératoire, ils l'ont trouvé un hématome avec un plaie de foie. Donc, c'est vraiment des cas pratiques que ça se passait il y a 2 semaines avec ce son, petit son d'échographe que peut se mettre dans la poche d'un médecin urgentiste et il a sauvé de vie. L'échographe maintenant, et surtout l'échofast avec ce petit sonde, ça remplace les stéthoscopes. Là, on peut l'utiliser au lieu d'utiliser autre chose. Et c'est vrai que former, c'est la meilleure solution. Former les gens ici, c'est la meilleure solution. Et bien sûr, pour compléter, il faut mieux qu'on rêve quand même de donner à chaque médecin urgentiste aux urgences pendant sa garde ce petit sonde qui peut se mettre dans sa poche. Mais ça, elle a besoin de moyens et je laisse Migo quand même conclure pour ça.
Merci beaucoup, Ziad. Et effectivement, des témoignages comme celui-ci, c'est vraiment parlant. Donc, merci pour cette intervention. Et donc, Mégo, c'est à toi pour nous présenter les projets à venir de notre ONG. Merci, mais c'est parfait. Donc, je ne veux pas répéter les mêmes choses. Donc, intervention, formation, formation échographie d'urgence qui dure depuis 2 semaines, ça va continuer encore une semaine, avait été organisée grâce au soutien des donateurs privés, comme vous, donc avec les fonds propres. On est en train de négocier avec des bailleurs de fonds institutionnels, donc gouvernementaux, pour augmenter notre ambition dans les jours à venir. On a compté un budget de 2 millions d'euros que pour la Cisjordanie et on espère avoir les moyens pour intervenir pour la deuxième phase, c'est-à-dire continuer les formations de gynéco-obstétrique de base pour les ambulanciers euh, et les infirmiers qui transfèrent ou qui font la stabilisation des femmes enceintes et le transfert vers des structures. Et au cas où ces personnels n'ont pas le moyen de bouger faute d'insécurité ou refus des barrages pour passer, ils vont être obligés à organiser des accouchements en situation précaire. Donc nous, on organisera à ces gens, ambulanciers, organiser cet acte médical parce qu'ils seront obligés. Et comme disait le docteur Mehdi, l'autre intervention va être les cliniques itinéraires dans les villages isolés. Comme beaucoup de populations n'ont pas accès aux centres ou aux structures de santé, c'est nous qu'on va essayer de bouger vers eux et organiser les consultations médicales, notamment pour les maladies chroniques, et délivrer bien sûr les médicaments. Euh, et notre but principal, c'est d'avoir une mission permanente à Gaza dès que la situation de sécurité va nous permettre. Pour l'instant, comme le docteur Ziad a raconté, on tente d'envoyer quelques médecins membres de l'association sous l'égide des autres organisations autorisées par l'armée israélienne pour aller à Gaza. Des fois on arrive, des fois on n'arrive pas. Notre président, par exemple, n'a pas réussi. D'autres ont réussi d'y aller. On travaille quelques jours et on sort. Mais notre objectif, dès que la situation de sécurité s'améliore, c'est d'installer une activité médicale également à Gaza. Les discussions qu'on a eues avec les médecins qui sont rentrés, c'est que installer plusieurs cliniques pour organiser les soins post-opératoires sera une activité très pertinente parce que le nombre de blessés, comme vous le savez, à Gaza est tellement important que les hôpitaux qui continuent à travailler vont avoir des difficultés pour garder les patients très longtemps dans leurs hôpitaux et on va être obligé à décharger les patients euh, d'une façon précoce. Donc, avoir des cliniques post-opératoires où on fera des pansements de base, voire même des pansements compliqués sous anesthésie, la petite chirurgie si nécessaire, mais aussi la physiothérapie et la santé mentale, donc le soutien santé mentale pour ces patients. Donc, notre idée, c'est d'organiser un, deux, voire plus de post-opératoire si, bien sûr, notre situation financière va nous permettre. Probablement organiser des activités spécifiques pour les enfants, santé mentale pour les enfants, ça va être des activités qu'on va mettre en place. D'autres médecins parlent beaucoup de cas d'ostéomyélite.
c'est-à-dire des patients avec fractures qui avaient été opérés dans des mauvaises conditions et qui sont infectés et il faut faire donc le suivi de ces patients qui ont des blessures ou des fractures infectées avec une antibiorésistance très importante à Gaza avant cette dernière guerre et ça va être le même problématique en termes d'ostéomélite et l'antibiorésistance pour ces patients. Déjà avant cette guerre, le cohorte de ces patients était très important, avec peu d'ONG impliquées pour prendre en charge ces patients. Je pense que nous, on aura une valeur ajoutée si on intervient aussi pour suivre ces patients qui avaient été opérés, mais l'intervention est en échec et il faut donc reprendre, soit faire la chirurgie de reprise, soit traiter, bien sûr, avant de traiter l'infection et suivre ces patients. Sûrement, la chirurgie reconstructrice est une piste aussi opérationnelle, mais c'est une intervention très coûteuse. Nous, on a des liens avec des spécialistes qui peuvent faire ce type d'intervention très spécialisée, mais malheureusement, le défi reste toujours les finances. Souvent, dans d'autres pays où j'ai visité des hôpitaux spécialisés pour la chirurgie reconstructrice, le coût d'un patient pour le faire guérir, entre guillemets, des fois, ça monte jusqu'à 7 000 à 10 000 euros. Donc, c'est une intervention très, très coûteuse. Voilà, pour l'instant, en priorité, c'est de développer notre activité médicale en Cisjordanie, santé primaire en mobile pour les populations enclavées ou isolées, et maintien de la formation gynéco-obstétrique de base pour les ambulanciers et les infirmiers qui travaillent dans les ambulances et qui transportent des patients. Et en deuxième étape, si la situation de sécurité nous permettra, on essaie d'intervenir à Gaza avec des cliniques post-opératoires pour les patients blessés ou pas qui avaient été opérés et qui nécessitent un suivi médical ou chirurgical prolongé. Merci encore. Merci beaucoup, Mego, pour cette présentation. Et on avait une question de Philippe qui demande si l'antibiorésistance était due à des interventions, donc pour infection sur blessure répétée. Mégo, je ne sais pas si tu souhaites répondre à cette question. Tu peux répéter, Michel, pardon. Oui, pas de problème. Donc Philippe demande, est-ce que l'antibiorésistance est-elle due à des interventions répétées, donc des interventions pour infection sur blessure? Non, plutôt il me corrige, mes collègues médecins, ils pratiquent la médecine contrairement à moi, beaucoup bureaucrate, mais c'est plutôt au mauvais usage d'antibiotiques. Il y a deux choses. Pour le problème de résistance à l'antibiotique, on sait qu'il y a quand même des règles d'antibioprophylaxie qu'il faut respecter devant chaque opération. Si on ne respecte pas ces règles-là, ça peut donner quand même des germes résistants. Deuxième chose, d'emblée, tous les plaies par des armes, tous les plaies, entre parenthèses, du guerre, ils s'infectent plus que les plaies normaux. Et bien sûr, la troisième chose, c'est la reprise. On sait que lorsqu'on fait une opération, et surtout si on parle d'opération orthopédie et on met des matériels et on va reprendre le patient après pour une deuxième opération, ça montre quand même le pourcentage de problèmes d'infection. C'est pour ça qu'il y a des protocoles spéciaux pour la reprise chirurgicale avec les antibiotiques. Malheureusement,
ces protocoles-là qu'on l'applique en France parce qu'on a les moyens. On n'a pas ces moyens-là ici ou des autres pays de conflit parce que nécessite quand même de nouvelles générations d'antibiotiques qui coûtent trop cher. On a une question aussi qui est revenue. Il y avait plusieurs personnes qui étaient curieuses de voir à quoi ressemble la sonde échographique. Donc, si on peut partager, Pierre et Mehdi, peut-être une ou deux photos où on la voit, ou si vous voulez Voilà. pas. Du coup, en Parfait. fait, on est allé la chercher. Donc voilà, ça c'est une sonde avec laquelle on travaille. Donc vous voyez, c'est vraiment pas Avec le téléphone. extrêmement Ouais, je vais le énorme. connecter. C'est voilà, comme plein de choses, ça tient Si tu mets le dans une téléphone, main. c'est à peu près pareil. Voilà, donc c'est vraiment ça tient et effectivement voilà, c'est un appareil qu'on va brancher avec un téléphone portable. On va pouvoir faire une échographie directement dessus. Donc voilà, donc c'est cette sonde-là qui coûte voilà, environ voilà, on dit autour des 6 000 euros. On vous montre ici un peu, un peu Voilà. comment ça fonctionne. C'est qu'effectivement, ça marche sur un téléphone. Et regardez, ben, je vous laisse juste. Voilà. Et de là, on va pouvoir faire une échographie. Bon, alors en l'occurrence de mon bras, c'est un intérêt fort limité, mais en soi, voilà, c'est cet appareil-là, ce qui fait que, d'une part, si vous avez un appareil qui est abîmé, entre guillemets, vous avez remplacé que la sonde. Pour vous donner un ordre de grandeur, les appareils qu'on avait avant, un Sonosite, par exemple, qui est une marque qu'on utilise beaucoup, c'est de l'ordre plutôt de 30 000 euros. Là, on est sur des appareils autour des 6 000 euros. Voilà. Donc, pas de conflit d'intérêt. Pour l'instant, on planifie de distribuer 50 échographes, si bien sûr on aura les moyens financiers en Cisjordanie. Merci beaucoup pour cette petite démo. Mais effectivement, c'est très parlant, même pour nous, hein, les équipes qui ne sommes pas sur le terrain. Donc, ça nous permet de voir très, très concrètement à quoi ça ressemble. Et on voit bien qu'effectivement, c'est très petit, très mobile et très pratique, notamment sur ces terrains-là d'intervention. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur les différentes interventions et notamment peut-être sur l'intervention de Mégo Terzian sur nos projets en Cisjordanie et, espérons-le, derrière à Gaza? J'avais posé une question. Je peux parler là? Bien sûr, allez-y, on vous écoute, Sylvie. Oui, ben, j'avais posé une question tout au début. C'était pour savoir comment, parce que nous, on représente pas une ONG, on est une association de coopération, mais on voudrait euh, pouvoir mettre peut-être en contact le village avec lequel on travaille, avec vos équipes et savoir si vous avez déjà un programme d'intervention ou comment on peut vous contacter plus précisément. Alors, vous parlez d'un village situé où? À côté de Jenin, ça s'appelle Jalboun. D'accord. C'est à 10 kilomètres. D'accord. Donc on est, comme a dit Pierre, on a été donc à Génine, c'était hier. Ouais. Euh, donc en fait, le but, ça a été, bon, Jenin, bon, je pense que vous connaissez la situation, mais pour expliquer peut-être aux personnes qui ne connaissent pas la situation de Jenin, c'est un des points chauds de Cisjordanie, hein. Ça se situe au nord, on n'est pas loin de la frontière avec l'État d'Israël. Donc, ce qui pose problème, c'est qu'il y a des camps de réfugiés. Donc, c'est des réfugiés de l'État palestinien de 1948 qui ont été un peu déplacés et qui, effectivement, du coup, sont un peu voilà, sont dans des situations où ils ont plus de chez soi. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de heurts, en tout cas, il y a beaucoup d'incursions de l'armée israélienne. Et c'est une zone particulièrement chaude de Cisjordanie. Pour nos actions dans les villages, vu que notre action, elle est plutôt dans la formation des médecins, je veux dire, notre impact, il se voit de cette manière-là. Ça veut dire qu'on a reçu on a reçu les médecins des urgences de Génine qui vont être amenés justement, donc il y a des médecins généralistes qui travaillent aux urgences, il y a des urgentistes qui sont amenés justement à voir ces populations-là. On va être, on va être, on va s'éloigner un peu du soin direct vers le patient parce que, comme je vous dis, les Palestiniens font ça très bien. Ils ont étudié dans les meilleures universités, ils ont des standards qui sont très élevés.
Et au final, nous, on vient compléter ce petit manque, ces petites choses qui vont manquer dans la formation. Mais au final, ils vont assurer le soin. Et comment notre impact il va se répercuter? C'est justement en formant ces médecins-là qui vont être vraiment en première ligne avec ces patients-là. C'est un peu comme ça qu'on imagine notre impact. C'est que si on forme les Oui, médecins, mais par exemple, ça j'ai bien compris. Mais par exemple, quand le médecin, là, comment, Mégo Terzian, parlait de médecine primaire, c'est-à-dire, je pense, pour les premiers soins, enfin des choses comme ça, bon, c'est vrai que, par exemple, à Jalboun, ils disent exactement ce que vous disiez au début, dans votre présentation. Ils peuvent pas forcément arriver jusqu'à l'hôpital de Jenin parce que effectivement l'armée intervient sur la route, enfin bar et tout. Enfin bon, il y a des incursions tout le temps. Et puis maintenant ils occupent même le village puisque l'armée a installé des checkpoints tout autour du village. Et donc voilà. Et puis nous on a beaucoup aussi évoqué avec eux. Le soutien aux enfants, en fait, le soutien psychologique. Et là, c'est vrai qu'on est un peu à la recherche. Alors moi, je cherche de mon côté, évidemment, en France, mais comme vous disiez, il faut qu'on arrive à travailler avec les gens du coin. Enfin, c'est eux qui sont le plus à même, mais bon, ils sont un peu... C'est compliqué, quoi, voilà. alors, du coup, peut-être je vais répondre peut-être à la place de docteur Mego, mais donc ça, c'était du coup dans un second temps. Donc c'est dans le second temps de la mission. Voilà, si Ah oui, enfin, le soutien en clic mobile qu'a évoqué docteur Mego et que j'avais évoqué aussi dans les besoins identifiés, c'est là où justement notre action avec MEAD, elle va avoir du sens. Pour ce qui est de ce village en particulier, alors moi je suis intéressé pour justement connaître le nom du village et connaître le besoin, parce que dans tous les cas, lorsque la mission, la deuxième mission, j'ai envie de dire, une fois que les fonds voilà, qu'on sera totalement prêt à développer cette mission-là, c'est un village qui peut totalement s'inclure oui, dans l'accès à ces cliniques mobiles. Donc tout à fait. d'accord. Et je serais même intéressé de prendre ce village-là pour du coup confronter un peu avec le ministère de la Santé qui déjà a, lui, connaissance des besoins en termes de soins primaires. Du coup, là, on parle en termes de soins primaires. Donc, tout à fait. Je pense que ça peut totalement et ça s'intégrera dans le soutien aux cliniques mobiles. D'accord. OK. Bon, mais j'essaierai de garder le lien là et de vous envoyer des choses plus précises peut-être. On Non, pourra non, bah, communiquer vous avez- par email avec plaisir, Oui, Sylvie. Vous voyez, on parlait tout à l'heure de collaboration entre ONG. Je ne sais plus qui posait la question, mais voilà, il y a peut-être une collaboration qui est en train de naître en direct. Mais Go, je ne sais pas si tu souhaitais compléter. merci en tout cas, merci. Expliquer. Justement, c'est pour aller dans des villages qu'on a décidé de mettre en place cette activité dite clinique mobile ou itinéraire pour accéder aux populations qui, eux, n'ont pas accès aux structures de santé normales, entre guillemets. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions sur l'intervention du docteur Meigoterzian, sur l'intervention des autres médecins ou sur tout sujet qui concerne notre webinaire de ce soir? N'hésitez pas. La parole est à vous encore pour quelques minutes et puis après, on ne va pas tarder à mettre un terme à ce webinaire qui a déjà un petit peu débordé sur l'horaire prévu. Donc, j'espère qu'on ne vous aura pas retenu trop longtemps. Alors, plus de questions. J'ai l'impression qu'il n'y en a plus. En tout cas, on a reçu pas mal de messages d'encouragement dans le chat, donc je ne vais pas évidemment tous les lire, mais au nom de toute l'équipe de MEAD, je vous adresse un grand merci pour ces messages d'encouragement et puis évidemment un grand merci pour votre présence. Merci également bien sûr à l'ensemble des intervenants. Et puis, oui, comme je vous disais, merci à vous tous pour votre écoute, vos questions. Et puis, merci surtout à vous qui suivez nos actions, qui les relayez sur les réseaux sociaux. Quelqu'un demandait dans le chat comment il était possible de nous aider.
Voilà, c'est Myriam qui demandait concrètement comment peut-on vous aider, entre parenthèses, simple donatrice. Donc voilà, je me permets de rebondir sur cette intervention puisque vous pouvez effectivement, la meilleure manière de nous aider, c'est de nous faire un don. Donc là, on vous a partagé le lien vers la page qui vous permet de faire un don plus spécifiquement pour soutenir nos actions en Palestine. Vous pouvez sinon effectivement tout simplement vous rendre sur le site de MEAD, donc www.mead.fr qui vous permettra de faire un don. Voilà, là, si vous avez perdu le lien vers le don, vers la page de don spécifique à la Palestine. Et vous pouvez également donc, partager nos actions sur les réseaux sociaux, partager nos emails. Voilà, il y a beaucoup de manières de nous soutenir. Et on vous remercie parce que vous le savez, sans votre générosité à vous, nous ne pourrions pas mener toutes ces actions que nous avons présentées ce soir. Cette mission en Palestine, tout particulièrement, elle est menée, le docteur Migo Terzian en parlait tout à l'heure, uniquement sur nos fonds propres pour le moment. Donc, elle dépend vraiment à 100% de la générosité de personnes telles que vous. Donc, en conclusion, bah voilà, je me permets de faire cet appel à dons, si vous le souhaitez, bien entendu, pour soutenir nos actions en Palestine. Et comme vous le savez peut-être, votre don à MEAD, il ouvre droit à une réduction fiscale de 75%, ce qui signifie concrètement qu'un don, par exemple, de 180 euros, qui permet de financer la formation complète d'un médecin palestinien à l'échographie d'urgence, ne vous revient à vous qu'à 45 euros. Voilà, je vous remercie encore et nous comptons sur vous. Merci à nouveau et très bonne soirée à tous.